Hello à tous, ici Claire Virose et bienvenue dans un nouvel épisode d'Oser la reconversion. Le podcast dédié aux reconversions professionnelles à quelques stades qu'elles en soient. Je suis Claire Virose, ancienne avocate, j'ai tout plaqué pour réaliser mon rêve. Je vous donne rendez-vous ici tous les lundis avec un nouvel invité pour à votre tour oser la reconversion. Avant de vous laisser avec Catherine, l'invitée du jour, quelques mots sur l'entreprise Les Fallotiers. Expert en création d'entreprise et après avoir accompagné avec succès plus de 400 porteurs de projets, Lucie et Thibaut ont créé Les Fallotiers. Leur objectif, permettre aux porteurs d'idées d'entreprise de construire leurs projets pour de belles réussites. Pour cela, ils vous proposent sur leur site www.lesfallotiers.fr une nouvelle formation en ligne, Je monte ma boîte, dans laquelle vous retrouvez l'ensemble des outils et méthodes pour se lancer sereinement dans la création d'entreprise. Vous aurez même la possibilité de construire votre business plan. Pour découvrir cette nouvelle formation, rendez-vous sur leur site www.lesfallotiers.fr et surprise, ils vous offrent moins 20% avec le code promo ClairVivin. Je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Aujourd'hui, j'accueille dans Oser la reconversion Catherine, ancienne juriste comptable au Trésor public devenue psychologue. Vous la connaissez sûrement sous le nom de Catherine la Psy sur les réseaux sociaux, où elle partage quotidiennement ses connaissances en vulgarisant des concepts de psychologie. Après avoir fait la fac de droit, Catherine décide de passer les concours de la fonction publique pour avoir une situation stable et un salaire confortable. Ayant une situation familiale compliquée, elle souhaite prendre rapidement son indépendance. Elle se retrouve juriste comptable au Trésor public à Aubervilliers et est parachutée chef de service. À 25 ans à peine, elle doit diriger une équipe avec des personnes qui ont près de 10 ans d'ancienneté. Elle se sent un peu perdue dans ce nouveau poste et décide de se former en psychologie auprès de l'école d'analyse transactionnelle pour mieux appréhender son rôle de chef de service. Catherine a commencé à 18 ans une psychothérapie pour soigner son trouble anxieux généralisé et son hypocondrie. Elle s'est très vite passionnée pour la psychologie et a su tout de suite qu'un jour, elle en ferait son métier. Elle souhaite offrir aux autres ce qu'elle n'a pas toujours trouvé en thérapie. Elle décide alors de commencer la fac de psycho à distance tout en poursuivant sa carrière au Trésor public. Après sa licence, elle décide sur un coup de tête suite à un incident au travail de démissionner et de faire un master de psychologie en présentiel. Catherine exerce aujourd'hui en cabinet libéral et est spécialisée en psychotraumatologie, EMDR, et en analyse transactionnelle. Elle vulgarise la psychologie sur les réseaux sociaux avec pour objectif de dédramatiser la psychologie et d'aider un plus grand nombre. Elle propose également des ateliers en ligne, comme par exemple sortir d'une relation toxique. Alors avec Catherine, on a évoqué les incohérences du service public, sa déception du service public, comment reprendre ses études tout en travaillant, sa fascination pour les émotions humaines, ses conseils en tant que psy pour se reconvertir, sa vision très moderne de la psychologie et la difficulté et l'excitation de l'entrepreneuriat. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Catherine. Bonjour Catherine, bienvenue dans la conversation, ravi de t'accueillir. Bonjour Claire. Alors, est-ce que tu peux nous dire quel est ton métier actuel ? Aujourd'hui, je suis psychologue clinicienne en libéral et puis je reçois des patients exclusivement en libéral, je ne travaille pas en institution. Alors, ça n'avait rien à voir avec ton premier métier. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Alors, dans une première vie professionnelle, j'étais inspecteur du Trésor public. Ça veut dire que je travaillais pour l'administration, je faisais de la comptabilité et du droit. Et il n'y avait pas beaucoup de liens avec la psychologie, sauf si on dit que comme j'étais chef de service, j'ai dû faire un peu de management, mais sinon, ça n'avait pas vraiment de lien avec la psychologie. Alors, Trésor public, c'est quoi ? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? C'est inspecteur des impôts ? Non, c'est pas la même chose. Si je dois caricaturer, les impôts, c'est celui à qui on déclare nos impôts, et le Trésor public, c'est la banque. Et d'ailleurs, le Trésor public ne récupère pas, n'encaisse pas que les impôts, il encaisse aussi le montant des services publics. Donc, par exemple, les loyers HLM qui sont publics, les crèches qui sont publiques, les cantines dans les écoles. Donc, nous, on est en gros la banque de l'État. Et qu'est-ce qui t'avait donné envie de faire ce premier métier ? En fait, j'avais fait une fac de droit à l'époque et puis je savais pas trop quoi faire. Donc, du coup, j'avais passé les concours de la fonction publique sur les conseils d'une cousine qui m'avait dit on est bien payé quand on fait ça. Alors voilà, ok, je pensais que j'allais faire du droit et j'avais pas pensé que j'allais faire de la compta parce que j'ai appris ça après pendant l'école du Trésor. Et du coup, j'ai passé les concours. C'était pas le seul que j'ai passé, hein. J'avais passé d'autres concours administratifs, mais c'est celui que j'ai eu. Donc, du coup, j'ai passé ce concours-là et puis j'ai été là, mais bon, j'étais pas
forcément très sûre de ce que je voulais faire. De toute façon, moi, après le bac, je savais pas ce que je voulais faire de ma vie. Donc, du coup, juste après le bac, je suis allée travailler directement. Enfin, j'avais pas de diplôme, quoi. Donc, j'étais hôtesse d'accueil chez Renault dans le 78. Et j'ai fait ça pendant un an. Voilà, je savais pas ce que je voulais faire. Tout ce que je savais, c'est que je voulais partir de chez mes parents. Et donc, j'avais besoin de travailler pour payer mon loyer. Et du coup, j'avais fait ça. Et puis finalement, après, quand j'ai repris mes études, euh, plus tard, sur les conseils de mes parents, bah, j'ai dû réfléchir quand même encore une année pour savoir qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce qui m'intéresse. Et c'est là que je suis allée à la fac de droit. Mais voilà, c'était pas quelque chose que j'avais prévu avant. Parce que du coup, ça se passait pas forcément très bien avec tes parents. Je m'entendais pas très bien non, avec eux. C'était assez conflictuel. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai commencé à aller en thérapie euh, pour un peu régler ce qui se passait entre nous. Et du coup, j'avais besoin de partir. Alors d'ailleurs, la première chose que j'ai achetée quand je suis partie, c'est une machine à laver parce que je voulais être sûre de pas faire comme mes copains qui partaient de chez leurs parents et qui revenaient le week-end pour faire les lessives. Moi, je voulais absolument pas rentrer. Voilà, donc j'étais un petit peu en conflit, il faut le dire. Du coup, mais je suis pas partie loin. Je suis partie à 1 kilomètre. Mais voilà, j'avais besoin il fallait que je parte de chez moi. Et du coup, alors comment ça s'est passé quand tu as eu tes concours? Comment ça se passe après l'école du Trésor public, enfin, tes débuts dans ta carrière? Alors déjà, l'école, elle dure un an et on est formé alors plus ou moins au métier qu'on va faire après. En fait, moi, j'ai trouvé que j'étais pas hyper bien préparée, mais surtout, c'est une école comment dire, dans laquelle on est payé. Donc pendant cette année-là, j'étais payée, alors je crois que ça devait être 1 400 € net, ce qui est quand même pas mal pour faire ses études. Et par contre, en échange de ça, ben, après, on doit des années à l'État. C'est-à-dire que du coup, je devais 7 ans après. Et si j'arrêtais avant les 7 ans, mais il fallait que je rembourse une partie de ce que j'avais touché cette année-là. Je crois que c'est au prorata, je crois, du nombre d'années que tu n'as pas faites. Euh, voilà, donc là, j'ai fait cette première formation. J'avais quelques cours de management, mais alors, ça m'a pas du tout préparé à ce qui m'est arrivé après. C'était des trucs très, très théoriques, faits par des gens qui, d'abord, eux-mêmes n'avaient jamais été chefs de service. En fait, ils avaient fait l'école du Trésor et après, ils avaient été formateurs. Donc, en fait, ils n'avaient jamais fait de prise, ce qu'on appelait des prises de poste. Donc, arriver dans une trésorerie, par exemple, ou dans un service et puis gérer une équipe, ils l'avaient jamais fait. Donc, c'était bon, très nul. Enfin, en tout cas, bon, ça m'a pas du tout préparé à ce qui m'est arrivé après. Et puis, j'avais des cours de compta, d'analyse financière. Un peu de droit, mais ça, comme j'avais déjà fait la fac de droit, c'était pas voilà, un souci. Voilà, je dirais que c'était ça. Et donc après, à la fin de l'école, finalement, on est classé en fonction des résultats qu'on a eu dans l'année. Alors, j'étais pas très très motivée, hein, ça m'a pas passionnée. Et du coup, je suis sortie très mal classée sur les 300 qu'on était. Je crois que je suis arrivée avant-dernière ou quelque chose comme ça. Donc, j'ai dû prendre ce qui restait. Parce que le premier, du coup, il choisit parmi les postes qui sont possibles, où est-ce qu'il veut aller, etc. Donc, ils vont souvent au ministère, à Bercy, etc. Et donc voilà, moi, je me suis retrouvée à Aubervilliers. C'est dans le 93. Je ne sais pas comment c'est aujourd'hui, mais à l'époque, c'était un petit peu houleux comme milieu. Donc, au guichet de la trésorerie, c'était pas toujours facile. Il y avait beaucoup de cris. Voilà. Et ça a été assez difficile d'arriver dans cette trésorerie. Moi, j'avais 25 ans. J'ai appliqué les trucs qu'on m'avait dit d'appliquer de manière assez technique. Et en fait, il y avait des gens qui étaient là depuis, je sais pas, 10 ans, 15 ans. Donc, j'avais une dizaine de personnes. Et bah, eux, ils en avaient rien à foutre de la petite minette qui arrivait ici, qui connaissait rien au boulot, quoi. Donc ça s'est assez mal passé. Et très vite, je me suis pris, on pourrait dire, une claque. Et c'est là que je me suis dit, bah, peut-être une formation en psychologie, ça pourrait être intéressant. Sachant que j'avais déjà commencé à apprécier la psychologie parce que dans ma thérapie, alors j'ai mis beaucoup de temps à trouver un thérapeute qui me convient. C'est quelque chose que je dis souvent sur mes réseaux sociaux, que bah, ça peut prendre du temps de trouver un thérapeute qui nous convient, surtout quand on est un petit peu échaudé par des traumatismes ou bah, par des histoires de vie un peu difficiles. On a parfois du mal à faire confiance. Et donc trouver une personne à qui on va pouvoir se confier, c'est pas si simple. Et donc je finis par trouver quelqu'un qui fait de l'analyse transactionnelle, qui est une de mes spécialités aujourd'hui. Mais à l'époque, je ne connaissais pas du tout. C'est juste que la personne m'a plu par rapport aux autres personnes que j'avais vues, où j'avais des gens qui me disaient ah oui, je vois, je comprends ce que vous me dites. Moi, je ne comprenais rien du tout. Ils ne me faisaient pas de retour, ils ne me parlaient pas. Et c'était là, oui, oui, je vois. Et j'étais là, bah dis-moi, qu'est-ce que vous voyez? Moi, je vois rien, quoi. Donc ça me plaisait pas. Et je trouve cette nana
avec une approche vachement qui me parlait, quoi. Puis elle expliquait surtout ce qu'elle faisait, donc ça me permettait aussi de comprendre ce que c'était la psychologie. Moi, il faut savoir que je partais de l'idée que le psy, c'était vraiment pour les gens faibles, qui n'étaient pas assez forts, et moi, je me voulais quelqu'un, j'étais forte, j'avais du caractère, et donc non, non, j'avais pas besoin d'un psy. Et du coup, voilà, ça m'a beaucoup plu, je comprenais un peu mieux et j'ai fait de la thérapie de groupe. Alors, moi, j'en fais pas aujourd'hui encore, mais j'aimerais bien à terme le faire. C'est-à-dire qu'on était en groupe, on était une dizaine, et puis ça durait 4 heures, une fois par mois ou par 3 semaines, je dirais. Dans mon souvenir. Ça durait 4 heures, c'était long. On mangeait ensemble parce que c'était le soir et puis ça finissait à 11 heures, on mangeait ensemble. Et puis, en fait, on travaillait tous pendant 20 minutes avec la psy devant les autres. Donc, toi, pendant que tu travailles, bah, tu as le regard des autres, donc ça fait travailler quand même ça. Et puis, après que tu as fait ce petit travail, les gens disaient ce que ça leur évoquait. Mais sauf que j'étais avec des gens, alors moi j'étais la plus jeune, je pense, ou on était... Non, j'étais la plus jeune, et il y avait des gens qui avaient l'âge de mes parents, donc je comprenais un peu ce qui se passait dans la tête de mes parents à force de les entendre. Il y avait des gens qui avaient vécu des vies complètement différentes de la mienne, et ils réagissaient à ce que je disais. J'étais, ah bon, ça vous fait penser ça? Ah bon, vous m'avez trouvé comme agressive, par exemple? Ah bon, et c'était vraiment, je prenais en compte quand même que, bah, en fait, quand on est traumatisé, hein, on est auto-centré. Donc moi, je voyais ma petite vie, je me regardais un peu le nombril, quoi. Et tous ces gens qui me voyaient tous différemment, qui voyaient les choses différemment, c'était vraiment impressionnant. Donc moi, ça me permettait de prendre du recul sur moi-même. Et puis moi, je voyais les autres travailler, quoi. Et ils avaient des problèmes qui n'avaient rien à voir avec les miens. Je me disais, ah bon, mais on peut avoir ce genre de problème. Ils avaient des problèmes avec leurs enfants, ils avaient des problèmes dans leur boulot, ils avaient des problèmes de cœur, enfin, tout un tas de trucs. Et, euh, et voilà, donc j'avais déjà eu cette idée que, waouh, un jour, je veux faire le même métier que cette nana-là, en parlant de ma psy. Mais voilà, j'avais trop de problèmes. Moi, j'avais un trouble anxieux généralisé, j'en parle parfois sur les réseaux sociaux. C'est un truc qui prend du temps à se traiter, donc j'avais besoin de traiter ça d'abord. Donc la compta et le droit, c'est des trucs carrés, c'était rassurant. Donc voilà, je me suis dit, je vais continuer là-dedans, euh, jusqu'au jour où je me suis dit, bon, bah, en fait, finalement, la psychologie, ça pourrait me servir pour ma gestion d'équipe parce que j'y arrive pas, ça se passait mal, on m'appréciait pas, du coup, enfin voilà, c'était pas, même les choses techniques, je pouvais pas les faire parce que ça marchait pas, donc voilà. Comment ça se passait ton travail concrètement? Qu'est-ce que tu faisais du coup? Alors, dans le premier poste que j'ai fait, donc j'étais dans une trésorerie, on était une vingtaine, je crois. Moi, je m'occupais de ce qu'on appelle les recettes contentieuses. Ça veut dire c'est les gens qui payent pas. Donc, j'avais des listes de gens qui n'ont pas payé ce qu'ils devaient. Et puis, ben, moi, mon boulot, c'était de les faire payer. Alors, il y a plusieurs façons pour ça, hein. Soit on reçoit les gens et puis on discute avec eux, puis on essaye de créer des délais de paiement, des choses comme ça. Soit ben, on va faire des saisies sur salaire, des saisies bancaires, des saisies sur allocation familiale. C'est pas forcément un boulot marrant, mais moi j'apprécie quand même ça parce qu'en fait je recevais les gens et je les écoutais, et j'écoutais leurs problèmes et puis on essayait de trouver combien ils pourraient payer par mois et comment voilà. Et donc c'était un peu une sorte de comble parce que je faisais payer les gens et ils me remerciaient en partant merci beaucoup de m'avoir écouté, etc. Bon, par contre, mes chefs, ça leur plaisait pas trop. On m'a plusieurs fois reproché de prendre trop de temps en fait avec ces gens-là. Mais moi, ça m'intéressait de connaître leur vie, de savoir que c'était pas juste des gens méchants qui voulaient pas payer. La plupart, ils avaient des problèmes, hein, et donc, voilà, je pense que c'est peut-être les premières séances de psychologie. Je dirais pas de psychothérapie parce que j'avais pas de connaissances là-dessus à l'époque, mais voilà, où j'ai écouté des personnes. Donc ça, c'était mon premier poste. Il fallait gérer les autres personnes qui s'occupaient des recettes. Et là, ça a été tout un travail de management à apprendre. Même aujourd'hui, hein, je suis pas sûre que je serais une bonne manageuse encore aujourd'hui. C'est pas tout à fait pareil que de gérer des entretiens en psychothérapie. Et puis ensuite, j'ai été à Paris. Là, j'ai fait de la dépense. C'était de la compta pure. Ça m'a pas plu du tout. Et ensuite, quand je suis arrivée à Lyon, j'ai fait de la gestion budgétaire des ministères décentralisés à Lyon. Là, c'était un peu difficile pour moi parce que c'était vraiment de la gestion de gros chiffres. On était sur des histoires de millions à faire de la compta là-dessus. Et j'ai appris plus tard, en passant un test de neuropsy, que j'étais dyscalculique. Ça veut dire que mon cerveau a du mal à traiter les informations chiffrées. Et donc, c'était assez intéressant de se dire, ouais, ok, donc pendant 10 ans, j'ai fait de la compta avec je comprends mieux pourquoi j'avais du mal en compta. Par contre, il y avait un deuxième aspect de mon boulot qui était les contrats de travail. Je devais vérifier les contrats de travail
de l'administration et du coup là j'avais fait du droit, donc le droit du travail je connaissais ça, je savais lire un contrat, je savais où aller chercher les articles et tout, donc ça c'était le côté où quand j'avais mes évaluations chaque année on me disait ah super Catherine, là vous avez fait des tableaux pour l'équipe, ça sert à tout le monde, c'est vachement bien, par contre bon, les analyses financières moi je suis désolée, je suis au taquet, je peux pas faire plus et j'ai su pourquoi après, mais à l'époque je savais pas que j'avais un problème avec les chiffres, je me dévalorisais d'ailleurs, je me disais mais c'est pas possible, je suis nulle, non, après j'ai su qu'en fait c'est juste mon cerveau qui a un souci avec les chiffres et puis voilà. Comme quoi, ça montre qu'on peut tout faire, hein, parce que même en ayant cet handicap, finalement, t'as fait ce métier pendant 10 ans. Oui, mais si je l'avais su, je pense que déjà j'aurais peut-être dit pour qu'on me mette sur des choses plus juridiques justement que comptables. Et ça montre quand même que oui, que je suis d'accord avec toi, on peut tout faire. Mais en même temps, tu vois, ce que je me dis, c'est que la première réaction que j'ai eue, c'était de me dévaloriser, de me dire c'est moi qui suis nulle. Si je l'avais su, je me serais pas dit ça. Et je pense qu'on a beaucoup tendance, on est beaucoup à avoir cette tendance-là, quand quelque chose fonctionne pas, on se dit que ça vient de nous, c'est nous le problème. Bah non, peut-être c'est juste pas adapté à mon fonctionnement. Et ça, peut-être on va en reparler après, mais trouver son fonctionnement, connaître son fonctionnement à soi, peu importe celui des autres, c'est ça qui va nous aider à faire des choses dans la vie, et notamment une reconversion, parce qu'on va pas s'organiser pareil, voilà, enfin, selon la manière qu'on a de fonctionner dans notre cerveau. Il y a des choses, notre cerveau, il est comme ça, il est comme ça, et il y a des choses sur lesquelles on peut changer des choses, et des choses sur lesquelles on peut pas changer, et ça, la dyscalculie, c'est pas trop quelque chose sur lequel on a la main. Et du coup, si j'avais su ça avant, je me serais... Parce que ça me demandait beaucoup plus d'énergie que ça demandait à quelqu'un d'autre qui avait une facilité avec les chiffres, quoi. Alors que moi, les contrats, c'était quelque chose d'un peu plus intuitif pour moi, alors que j'avais des collègues, mettre le nez dans un contrat, c'était un casse-tête, quoi. Donc on aurait pu échanger les choses, pareil. Alors, comment tu as su, parce que tu dis que tout de suite, tu as eu envie d'être psy, comment tu as su que c'était vraiment quelque chose que tu voulais faire pour les autres et pas que pour toi, en fait, ce que tu l'as su en faisant ta psychothérapie? Justement, moi je dirais que dans un premier temps, je pense que c'était pour moi, dans le sens où, comme je disais tout à l'heure, j'ai vraiment eu, je pense que c'est la thérapie de groupe, hein. Ça aurait été peut-être différent. Je ne sais pas si j'aurais eu cette vocation si j'avais fait de la thérapie individuelle. Mais vraiment, cette thérapie de groupe, ça m'a fascinée, quoi. Alors, je sais aujourd'hui que, comme je suis spécialisée aussi en traumatologie, que le traumatisme crée de l'égocentrisme. Voilà, le cerveau, il a besoin de gérer sa survie. Et donc, s'il doit gérer des émotions, des choses compliquées, c'est ça, la chose première qu'il va faire. Et la relation, c'est pas sa priorité. Parce qu'il faut savoir que la relation, c'est quand même chronophage pour le cerveau. Donc, du coup, il va pas faire ça en premier. Et là, du coup, j'étais avec tous ces gens qui avaient des fonctionnements. Mais il y avait des gens, mais je te jure, ils fonctionnaient, mais tellement à l'opposé de moi. Moi, par exemple, je suis quelqu'un qui a besoin de prévoir les choses à l'avance, qui a besoin de savoir à telle heure on fait ci, à telle heure on fait ça. Quand les choses bougent, bon, c'est un peu pas si simple pour moi. Puis il y en avait des gens, c'était tout le contraire, quoi. Prévoir plus que 3 jours à l'avance, c'était genre, mais juste pas possible. Et j'étais là, bon, mais... Ah bon. Et donc, j'ai découvert tout un univers... du fonctionnement du psychisme humain, où on est tous différents, on a tous notre manière de fonctionner, on peut trouver des gens qui nous ressemblent, mais on ne trouvera jamais quelqu'un qui fonctionne exactement comme nous, même un frère ou une sœur jumelle, quoi. Donc, je pense que c'était ça la première chose, c'est une espèce de fascination pour l'esprit humain. Et puis après, plus tard, je pense que j'ai eu envie d'offrir aux autres des choses que j'avais pas eues avant de rencontrer cette psy-là, c'est-à-dire des gens qui parlent, c'est-à-dire moi je suis un psy qui parle, qui échange, je suis un psy qui fait des feedbacks, c'est-à-dire qui donne son avis, enfin son avis, qui fait des hypothèses en tout cas, voilà. Quand vous me dites ça, ça me fait penser à ça, etc. Parce que moi je me suis trouvée face à des gens qui disaient oh oui d'accord, je vois. Alors eux peut-être ils comprenaient des trucs, mais moi voilà. Donc je pense que j'ai voulu aussi, bon c'est peut-être un peu illusoire, mais montrer aux gens que on a le droit d'avoir du mal à faire des choses, on a le droit de pas pouvoir faire confiance facilement, on a le droit de pas comprendre ce qui nous arrive, et c'est pas grave, on peut quand même travailler, on peut quand même avancer. Donc je pense que j'avais aussi envie d'offrir ça plus tard. Oui, c'est un peu aussi en réparant les autres qu'on se répare soi-même. C'est ça. De toute façon, en tout cas, j'en suis assez persuadée. Psychologue, ça fait partie des métiers qui font que, enfin, je continue mon travail sur moi-même en fait en étant avec mes patients, parce que cette fascination que j'avais pour le psychisme humain, je l'ai toujours, et j'ai des tas de patients, ils ont une manière de fonctionner, mais alors
des fois, ils disent des trucs où ils trouvent des options pour eux-mêmes, parce que moi, mon travail, c'est d'aider les gens à trouver leur solution à eux. Et alors, parfois, je me dis, ah ouais, ah, j'aurais jamais fait comme ça, mais génial, quoi. Donc, c'est toujours passionnant pour moi de voir ça. Et ça me fait réfléchir, parce que des fois, des choses auxquelles j'aurais pas pensé, je me dis, bah oui, c'est pas con, tiens. Et tiens, si j'essayais ça, ça m'est arrivé que des options que mes patients ont trouvées, bah, je les ai testées après pour moi et j'ai trouvé que c'était génial. Donc, je crois c'est un des métiers dans lesquels on avance aussi, on continue d'avancer sur soi tout en aidant les autres, quoi. Oui, on dit souvent que les psys, c'est finalement des gens qui avaient besoin de se psychanalyser eux-mêmes. Est-ce que tu penses que c'est vrai pour tous les psys? Alors globalement, je suis pas fan des généralités parce que voilà, je pense qu'on n'en sait rien. Mais bon, déjà c'était mon cas, c'est le cas de beaucoup de mes collègues. Donc je pense que oui, c'est probable enfin que tous, non pas tous, que beaucoup de psys soient passés par des situations un peu difficiles, notamment émotionnellement, et que ça fait partie de ce qui leur a donné envie d'offrir aux autres ou peut-être de réparer une partie d'eux, une partie de leur famille. Je pense que oui. Je pense que d'ailleurs, c'est peut-être ça qui fait de nous des bons professionnels. Je sais rien, à débattre. Oui, c'est vrai, parce que finalement, vous êtes les mieux placés pour connaître ce que c'est. Donc, Je pense que ça nous aide à comprendre la souffrance. Après, je pense qu'on a quand même une vigilance à avoir sur le fait de pas non plus calquer notre propre expérience sur nos patients. Parce que nous, ce qu'on a vécu, nous, ou les solutions qu'on a trouvées, ben, peut-être elles vont pas correspondre à la personnalité d'un patient. Donc, ça peut nous aider à comprendre ce qu'ils vivent. Mais par contre, attention qu'on calque pas nos solutions et nos options et les choses qu'on a trouvées sur eux, parce que bah, eux, c'est peut-être autre chose qui va leur convenir, quoi. tu penses qu'il faut faire, si on veut devenir psy, il faut avoir fait sa propre psychothérapie? Moi, oui, je pense. Alors, pour les personnes qui travaillent en institution, peut-être que c'est un petit peu différent parce qu'elles travaillent en équipe. Et puis elles ont moins le temps de faire de la psychothérapie, il me semble, parce qu'elles ont beaucoup, beaucoup de monde. Et donc voir les gens toutes les semaines pendant 1 heure, ben, elles n'ont pas tellement la possibilité de faire ça. Mais pour moi, pour les personnes qui travaillent en libéral et qui font de la psychothérapie, c'est essentiel. Parce que sinon, le risque, c'est justement que si on ne se connaît pas assez, on va, ce qu'on appelle transférer sur notre patient une partie des choses qui nous appartiennent. Je ne sais pas si il y a certaines valeurs politiques, par exemple, qui nous agacent. L'idée, c'est pas d'aller faire la morale au patient. Il n'est pas là pour venir changer d'avis. Et donc, nous, il va falloir qu'on soit capable de prendre sur nous et de ne pas essayer de le faire changer d'avis parce que pendant qu'on essaye de le faire changer d'avis, ben, on n'est pas en train de le faire travailler sur ce sur quoi lui, il est venu. Et puis, pareil, parfois, il va parler de certaines choses. Je sais pas, je dis n'importe quoi. Imaginons qu'un patient parle d'un traumatisme qu'il a vécu au moment du divorce de ses parents. Ben, je sais pas, imaginons que moi, mes parents sont divorcés et que j'ai pas réglé ça et puis je savais pas que c'était un traumatisme pour moi. Peut-être que je vais m'identifier à mon patient. Mais à ce moment-là, dans ce cas, je suis en train de travailler moi et pas lui, parce que lui, peut-être que même si ça ressemble, même si la situation ressemble, en fait, ce sera jamais la même chose. Donc, je pense que c'est très important de se connaître suffisamment pour déjà être capable de se protéger, parce que d'entendre les traumatismes des gens toute la journée, ben, c'est aussi impactant. Donc, il faut être capable de se protéger, savoir comment on fonctionne, combien de patients on peut prendre maximum par jour, quel type d'approche on peut faire ou pas faire, quel type de valeur, je sais pas, est-ce qu'on peut travailler avec des patients qui sont racistes, est-ce qu'on peut travailler avec des patients qui ont été violents avec des membres de leur famille, enfin, voilà, et connaître aussi nos propres traumatismes pour savoir qu'est-ce qui nous fait résonner à nous et sur lequel, du coup, quand les patients vont en parler, il va falloir être vigilant. Moi, par exemple, j'ai été hypocondriaque pendant des années. Maintenant, je suis un peu guérie, mais je sais que quand un patient me parle de maladie, par exemple, ben, c'est important que moi, hop, je mette de côté ce qui m'appartient et que je ne sois pas en train de lui dire ah bon, mais vous devez être super anxieux. Ah bon. Il y a des patients qui ne sont pas forcément anxieux, ils s'en foutent. Et voilà. Et j'ai des patients qui ont pu avoir des maladies graves, bah, l'idée, c'est pas que je suis en train de leur transmettre, oh mon Dieu, ça doit être affreux, quoi. Non. L'idée, c'est qu'on travaille avec ça et donc voilà, de faire la frontière entre ce qui nous appartient et ce qui leur appartient. Donc oui, pour moi, c'est nécessaire de faire une thérapie. Alors, pour revenir à ton parcours, donc toi, ce qui est étonnant et super courageux, c'est que tu as fait ta licence de psychologie à distance en même temps que tu continuais ta carrière au Trésor public. Alors, je savais pas du tout que c'était possible. Donc, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça se passe pour les auditeurs qui voudraient aussi faire ça?
Alors, faut savoir que j'ai d'abord commencé par me former donc en analyse transactionnelle parce que c'était l'approche. Moi, je ne connaissais pas grand-chose en psychologie. D'ailleurs, quand j'ai vu une psychologue la première fois, je ne connaissais rien du tout en psychologie. Donc, du coup, j'ai découvert la psychologie à travers l'analyse transactionnelle. Et du coup, comme je disais tout à l'heure, quand j'ai eu mes problèmes au trésor avec mes équipes, je me suis dit, bah, je vais me former quand même à ça. On était en 2011. En 2011, en France, on pouvait être psychothérapeute si on avait fait une école de psychothérapie, dont fait partie l'école d'analyse transactionnelle. Et après, voilà, on pouvait exercer en tant que psychothérapeute. Mais en 2012, il y a un décret d'application de la loi Accoyer qui est passé. Et ce décret d'application disait maintenant, pour avoir le titre de psychothérapeute, il faut être soit psychologue, soit médecin. Alors là, pour moi, un peu la douche froide, parce que faire l'école d'analyse transactionnelle, c'est à peu près 5 ans d'études à raison d'un week-end par mois, enfin oui, 2 jours par mois. Aller à la fac, c'est un peu plus que ça, donc ça devenait un peu plus compliqué dans ma tête. Donc je me suis vraiment questionnée. Les personnes qui étaient avant psychothérapeutes, donc qui avaient fait une école de psychothérapie, comme la gestalt thérapie, l'hypnose, ça existe aussi, enfin l'analyse transactionnelle, il y en a d'autres. Et ben, elle devenait psychopraticienne. Donc ça faisait un terme de plus. Pour les patients, c'est déjà pas si simple de savoir la différence entre psychologue, psychiatre, psychanalyste, psychothérapeute. Et là, on ajoutait psychopraticien. Et je me disais, bon. Donc je me suis dit, je vais aller à la fac. Il faut que je sois psychologue et psychothérapeute parce que j'ai peur que sinon, bah, je voulais en vivre. Et donc j'avais peur que sinon, j'en vive pas. Parce que j'ai pas mal de collègues qui se sont reconvertis. Ils ont gardé une partie de leur métier d'avant. Et ils sont à mi-temps, voilà. Mais moi, je voulais en vivre vraiment, quoi. Donc voilà, c'est comme ça que je suis allée à la fac. Alors, bah, j'étais partie de chez mes parents depuis longtemps, hein, donc ils n'allaient pas me payer mes études. Et donc, bah, il a fallu que je travaille. Donc, il y a plusieurs facs qui font la licence à distance en France, en psychologie. Il y a Rennes, il y a Clermont-Ferrand, il y a Reims, voilà, il y en a d'autres, Toulouse aussi. Mais elles ne vont pas jusqu'au master. Il n'y a que Paris 8, en tout cas à l'époque c'était comme ça, il n'y a que Paris 8 qui allait jusqu'au master à distance. Et donc je m'étais dit que j'aurais peut-être plus de chances de rentrer dans le master parce qu'il y avait un concours. Alors à l'époque, c'était pas encore en 4e année, c'était pour rentrer. Non, si, c'est le contraire. Non, je dis le contraire. Maintenant, c'est pour rentrer en 3e année, en 4e année, et à l'époque, c'était pour rentrer en 5e année. Et donc, je m'étais dit, j'aurais peut-être plus de chances de tout faire à distance si je suis chez eux. Donc, j'ai commencé à Paris 8 comme ça, à distance, donc en travaillant, au début à plein temps. Puis, au fur et à mesure des années, je suis passée à 80%, à 60%, voilà, parce que c'était compliqué de tout faire à la fois, quoi. Comment ça se passe concrètement? Du coup, tu as un replay des cours Alors en fait, en tout cas à Paris 8, hein, tu reçois en début d'année 3 ou 4 volumes de bouquins assez gros, hein, comme ça, là, pour les 4 années. Et puis chaque année, on te dit, voilà, pour le cours de, je sais pas moi, psychologie clinique, c'est de tel tome, enfin tel bouquin, telle page à telle page. Le cours de psychosocial, c'est telle page à telle page. Et pour les partiels, bah, il faudra connaître ça. Et pour d'autres matières, on avait des documents PDF sur une plateforme où on téléchargeait ou où on échangeait. Voilà. Donc c'est une organisation, il faut être assez autonome hein, quand même, parce qu'on te donne ça, on te dit les dates des partiels, donc tu es obligé d'aller en partiel 2 fois par an, et sinon tu es chez toi à t'organiser. Donc moi ça allait bien avec mon fonctionnement, mais parfois pour certaines personnes qui fonctionnent pas bien comme ça, qui ont besoin d'un truc un peu plus freestyle, je peux dire bah c'était pas forcément simple. Mais il faut être assez autonome, c'est un fonctionnement assez autonome. Donc, comment ça s'est passé parce que tu as fait ta licence tout en travaillant. À la fin de la licence, qu'est-ce qui se passe du coup? Alors, à la fin de la licence, donc déjà, je mets 4 ans pour l'avoir parce que j'arrivais pas à valider toutes les années une par une. Et puis j'en peux plus. Je suis épuisée. Je suis donc déjà à Lyon, là. Et je me dis, je vais jamais y arriver, je vais pas m'en sortir. Parce qu'en plus, en licence, j'avais eu un premier stage, alors qui durait que 2 mois, mais c'était déjà un stage. Et du coup, j'avais été assez loin parce que le temps, j'avais eu du mal à le trouver à côté de. Enfin, c'était pas à Lyon, quoi. Et j'arrive en fin d'année, je dis c'est bon, j'en peux plus. Donc là, après ma licence, je me questionne et je me dis, je crois que je vais pas finir, quoi. Voilà. Et donc je reste à 80%, mais là, c'était vraiment pour me réparer moi, tellement j'en pouvais plus. Et voilà, donc je fais une année à me dire, je sais pas ce que je vais continuer à faire. Voilà, un peu déprimée, je dois dire, parce que j'étais pas fan de mon travail. Je me commençais à me dire, peut-être je serais psychopraticienne. Voilà, bon, bah, ce sera mieux que rien, mais
Je crois que j'avais un petit problème de légitimité, donc d'avoir un titre, c'est vrai que c'était pour moi plus facile dans ma tête. Voilà, donc j'ai ma licence et je fais une année de pause, quoi. Donc une année où je travaille à 80%. Voilà. Ouais, coup de mou un peu. Tu sais pas si tu Ouais. vas arrêter ou pas. Ouais, c'était vraiment. Puis 4 ans, je pense que pendant 4 ans à travailler, en plus d'organiser sa vie à côté, hein, parce qu'il y a la vie qui continue. J'étais mariée, voilà. En fait, mon corps, je crois que c'était conditionné à bosser tout le temps et à être jamais en pause, quoi. Et donc là, même les premiers mois, c'est pas si simple de profiter de ce 80% où j'avais 3 jours par semaine pour moi. En fait, je vois que j'étais dans une espèce de recherche d'activité. Et voilà, donc ça a été le début de cette année-là, ça a été plutôt se remettre un peu dans un rythme un peu plus acceptable. Et puis, je sais pas comment on fait mes amis qui, à l'époque, avaient déjà 3 enfants en bas âge. Certaines avaient des adolescents difficiles. Enfin, voilà, moi, à l'époque, c'était pas mon cas. Je sais pas comment elles ont fait, mais comme quoi, en s'organisant, on peut faire, parce qu'elles ont fait. Aujourd'hui, elles sont psychologues et je leur tire mon chapeau, parce que déjà, moi, j'ai trouvé que c'était dur. Comment tu as eu le déclic du coup de te dire je continue et ça va être mon métier? L'ennui. Je me suis tellement ennuyée en fait dans ce travail. Et puis je pense, on parlait de la dyscalculie tout à l'heure. Maintenant, je me dis c'était pas. Enfin voilà, du coup, je dépensais beaucoup d'énergie pour faire le même travail que les autres, puisque mon cerveau n'était pas aussi performant sur le chiffrage. Je refaisais des opérations, j'en faisais 3, mais des additions, hein. Alors, ok, il y avait 6 chiffres, mais c'était des additions de ça plusieurs mois de chiffre d'affaires, et je refaisais 3 fois l'addition, et 3 fois je retrouvais un chiffre différent. Enfin, moi, je mettais un temps fou à faire des trucs. Donc, j'étais fatiguée, j'étais pas très intéressée par ce que je faisais. Et là, je me dis, bon, je veux me casser, je veux partir. Euh, et puis, euh, et puis un jour arrive, on est au mois d'avril, mai, par là, et puis le service RH à mon travail m'envoie un mail, un mail, et je vois bien qu'il n'est pas adressé qu'à moi, hein, donc je suppose qu'il est adressé au moins tous les agents. On était 300 dans ce bâtiment, mais peut-être à tous ceux du département, parce que je travaillais euh, à la direction départementale, quoi. Et ils nous demandent des tickets de métro qui sont des frais de déplacement, des justificatifs de tickets de métro pour une formation que j'avais fait 1 an avant et qui m'avait déjà été remboursée. Et on parle de 3 euros, quoi. Et moi, je vois ça. Évidemment, j'avais jeté les trucs. Et je sais pas ce qui me prend, je pète un plomb, je pense, je sais pas, je pète un plomb, je débarque chez mon chef et je lui dis, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Mais en plus, j'étais même pas calme, quoi, hein. Je pense que je suis sortie de mes gonds, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? On est au moins 300, ça veut dire que tout le service des RH, là, on les paye, je sais plus, bon, parce qu'on est quand même bien payé, je sais plus combien j'ai balancé, on les paye beaucoup plus cher que plein de gens qui sont utiles en France pour aller me récupérer des frais de déplacement de l'année dernière que évidemment j'ai jeté. Je dis mais c'est quoi ce boulot, quoi? C'est quoi ce travail? On n'a pas autre chose à foutre. Puis je deviens dingue. Elle me dit, Catherine, calme-toi, calme-toi. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas grave, écoute. Et moi je trouvais ça grave. Et donc je sais pas, je sors de là, je file au RH et je dis comment on fait pour démissionner? Je veux démissionner. Alors là, je sais pas, faut que je regarde. Je l'ai jamais fait. Je sais pas, j'imagine que la nénette, elle était là depuis pas très longtemps. C'était peut-être pas quelque chose, c'est pas tous les jours que quelqu'un démissionne de la fonction publique. Donc elle savait pas. Alors, et moi, ça m'énerve encore plus. La nana sait pas. Je me dis, mais en plus, ces gens connaissent pas leur boulot, mais ça merde. Et le truc, je sais pas, ça avait plus de sens pour moi, quoi, ce service public. Je me dis, mais on paye des gens à faire un travail bon voilà, je préférerais que voilà, on fasse des recettes contentieuses où on ait plus le temps d'être avec les gens pour échanger. Non, au lieu de ça, on a des objectifs chiffrés, tout ça. Bon. Et donc, voilà, je rentre dans ce processus. Donc, mes chefs me disent, mais écoutez, non, vous n'allez quand même pas démissionner, la fonction publique quand même, Annie, mettez-vous en dispo. Je dis, écoutez, vous faites ce que vous voulez, hein. Moi, j'ai regardé la fac. Là, moi, le 14 septembre, je suis à la fac. Vous me démissionnez, vous me mettez en dispo, ce que vous voulez. Moi, je m'en vais. Et voilà, et le truc se passe. Donc, ça a été un peu compliqué parce qu'on m'a dit, vous pouvez pas partir parce que vous n'avez pas fait 8 ans. Mais je dis, mais c'est pas 8 ans, c'est 7 ans. Enfin, bon, donc, c'est moi qui devais faire le boulot juridique, d'aller chercher, comme j'avais fait du droit, donc je vais chercher le truc, je dis voilà, c'est écrit là.
Donc ça m'a encore plus énervée de me dire, alors voilà, des gens qui connaissent pas le boulot ou qui débutent, peut-être elle débutait, on peut imaginer que j'étais peut-être injuste avec cette personne, mais ça rentrait dans tout ce contexte d'énervement. Et donc je me suis inscrite à la fac sans réfléchir. Je dis voilà, je vais aller. Cette fois, je veux aller en présentiel, je veux être. Donc j'avais 2 ans, j'avais mis de côté, donc je pouvais tenir 2 ans, hein, pas dans une vie de luxe, mais bon, je pouvais tenir 2 ans. Et je me dis, voilà, je vais aller avec les jeunes à la fac parce que je vais aller rapidement. Voilà, alors, je ne savais pas que la fac où je m'étais inscrite, pour eux, le Master 1 devait se faire en 2 ans. Je l'ai su qu'après. Mais bon, c'est pas grave. Moi, j'avais 2 ans, il fallait que ça passe en 2 ans. C'est ce que j'ai réussi à faire, mais je ne savais pas. Donc voilà, donc là-dessus, je me dis, bon, bah, du coup, je veux arrêter. Et finalement, donc, ils m'ont mis en dispo. Je ne suis pas démissionnée, je suis toujours en disponibilité aujourd'hui. Bon, un jour, au bout d'un moment, comme on a 10 ans, au bout d'un moment, ils vont devoir me sortir. Je ne sais pas comment ils se débrouilleront et c'est plus mon affaire. Mais voilà, donc j'arrive comme ça en Master 1, remontée à bloc contre le service public, alors que c'était, et c'est toujours une valeur pour moi, sauf que la différence entre à l'époque et aujourd'hui, c'est que j'y croyais. C'est une valeur pour moi, mais j'y croyais que ça pouvait marcher. Maintenant, je n'y crois plus. J'imagine que la vérité est entre les deux, mais bon, non, ça ne me concerne plus, j'ai fait mon choix. Et comment a réagi ton entourage à ta démission, enfin, oui, à ton changement de vie? Bah, ils s'y attendaient, je pense. C'était plutôt le fait que je fasse une pause qui avait été une surprise pour eux. Alors, mon entourage, ceux qui ne me connaissaient pas au boulot, il faut savoir que quand je suis partie, mon pot de départ pour partir à la fac, dans mon travail, on m'a dit à bientôt. Ils n'y croyaient pas une seconde. Ils ne me croyaient pas que j'allais finir mes études et que j'allais réussir à en vivre. Parce que, psychologue, il y a des psychologues qui n'en vivent pas. Enfin, en tout cas, peut-être dans certaines situations, ils n'en vivent pas. Et donc, ils ont cru que j'allais revenir. Ça, c'était les personnes qui ne me connaissaient pas. Ceux qui me connaissaient, je pense que ça faisait longtemps qu'ils savaient que de toute façon, c'était un métier que je voulais faire depuis longtemps. Là, je me sentais prête, donc j'ai été assez soutenue. J'ai même eu la chance parfois que on me prête de l'argent aussi quand ça a été un peu. Donc j'ai eu cette chance aussi. Non, ils m'ont soutenue. Et mon conjoint que je venais de rencontrer, parce que du coup, j'avais divorcé entre-temps, il m'a vraiment soutenue, il m'a vraiment aidée dans les moments où je passais mes partiels, il me faisait à manger. Voilà, il m'a vachement aidée. Et le fait que l'entourage croit en moi, que je pouvais avoir le diplôme, parce que c'était un concours quand même, la dernière année, que je puisse en vivre, ça m'a aidée. Tu penses que tu avais divorcé avec ton mari parce que justement tu étais en changement, enfin que tu étais en train de toi, dans un processus de reconversion, de changement de vie? Alors, j'ai plus beaucoup on n'a plus de contact aujourd'hui. Lui, il dit que oui. Il pense que c'est ça qui nous a séparés. Moi, je pense que ça a pu jouer, mais je pense que c'est pas si simple que ça. Il y a certainement d'autres choses. Mais c'est possible, hein. Pendant ces 4 années de licence, j'ai énormément. Enfin, il a tout fait, hein. Il a tout fait à la maison. Donc, ça a pu jouer, oui. Mais je pense que par contre, c'est pas si simple qu'il le pense. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ta spécialité en tant que psychologue? Comment ça s'est passé, tes premières années avec ton cabinet? J'ai eu la chance que ça se passe super bien. Donc je m'installe tout de suite en libéral parce que c'était vraiment ce que je voulais faire après ces années d'administration où déjà comme je disais j'avais commencé à être échaudée un peu par le fonctionnement du service public et puis pendant mes stages que j'ai fait à la fac, donc j'ai fait 4 stages, en fait en institution j'ai rencontré les mêmes problèmes que j'avais rencontré dans mon administration. Alors que le sujet est complètement différent. Moi, je faisais de la compta et du droit, et là, je faisais de la psychologie. Et en fait, on avait des personnels qui parlaient d'un manque de reconnaissance. Alors, en plus du côté de la psychologie, en plus, le manque de reconnaissance, il est aussi salarial, parce que les salaires ne sont pas élevés. Mais il était, par contre, de la même manière des deux côtés, sur la reconnaissance du travail, avec des objectifs qui sont inatteignables. On ne respecte pas la psychologie ou la fatigue des personnels. Donc, il y avait des réunions d'administration avec des gens qui disaient on n'est pas bien, on n'est pas reconnu, on se sent pas à l'aise, et en face, on leur disait on n'a pas les moyens financiers. Enfin, on parlait pas le même langage, quoi. Et j'ai vécu, il s'est trouvé que, je sais pas, là, dans une des institutions où j'étais, il y a eu en plus un mouvement syndical, et donc, par curiosité, j'ai voulu aller à une des réunions, et je me suis dit, mais c'est pas vrai. Enfin, et donc, après, ça a alimenté un peu cette croyance, hein, je pense qu'il faut que je le dise comme ça, parce que c'est pas...
Enfin, pour mon cerveau, c'est une vérité. Comme pour tous les cerveaux, ce qu'on pense, c'est des vérités, mais en réalité, ce sont des croyances. Que en fait, le service public, il fonctionne pas. Enfin, voilà. Donc pour moi, c'était pas possible d'être en institution. Donc, je me dis, je vais m'installer en libéral, mais alors j'ai pas de plan B. C'est-à-dire, je ne veux pas retourner au trésor public dans ma tête. Hein. C'est pas possible. Il faut que ça marche. Donc, j'étais prête à tout. Il fallait que ça marche. Donc, j'ai mis en place un certain nombre de choses. J'ai parlé avec des gens qui s'étaient installés. J'ai suivi des témoignages de gens qui qui montaient des entreprises, pas que psychologues, mais pour savoir comment monter une entreprise et pour que ça marche. Et puis, voilà, j'ai utilisé des outils. J'ai utilisé Google AdWords. Je me suis présentée à 50 personnes dans mon arrondissement, des médecins, voilà. Et puis, j'ai réussi à gagner un SMIC en l'espace de 4 mois, donc c'est pas mal. Et puis après maintenant, aujourd'hui, en plus avec la situation, on a beaucoup, beaucoup de travail. C'est le cas pour mes collègues aussi. On a trop de monde. D'ailleurs, je ne peux plus prendre de nouveaux patients, ce qui me fait toujours un peu mal au cœur quand je dis non. Mais voilà, donc ça s'est bien déroulé. J'ai trouvé un local assez rapidement. Voilà. Je vais déménager bientôt, je vais acheter mon cabinet avec une collègue. Donc voilà, au début ça s'est bien passé. Alors après, je ne sais pas comment c'est pour les autres métiers, mais le tout premier patient, il m'appelle. Et puis quand j'ai raccroché, j'ai dit je ne veux pas y aller, je ne vais pas être capable, je ne saurais pas faire, c'est pas possible. Bon, peut-être que c'est pareil un peu pour tous les entrepreneurs qui font leur première vente quelque part, premier coaching, je sais pas, quand tu vends ton premier article, je sais pas si tu fais de la confection de tes vêtements, peut-être tu as peur que ça plaise finalement pas à ton client, voilà. Puis au fur et à mesure, on se fait confiance au fur et à mesure. On voit bien que je voyais que j'avais été formée, j'ai ma thérapie aussi qui m'a appris des choses. Je continue à être formée, je suis supervisée. Enfin, voilà, donc au début, Puis la première fois que quelqu'un te paye à la fin d'une séance pour ton service, moi j'étais habituée à un salaire. Ça fait quelque chose, j'avais presque envie de dire non, c'est bon, c'est pour moi. Vous inquiétez pas, je vais être payée à la fin du mois. Non, en fait, tu vas pas être payée à la fin du mois. Et ça m'a vraiment, comment dire, changé ma vision d'un certain nombre de choses. Je trouve que dans le salariat, en tout cas moi en ce qui me concerne, en plus j'étais fonctionnaire, je réfléchissais en termes de quels étaient mes droits. En plus j'étais très politisée, j'étais chef de section syndicale et tout ça, donc c'était quels sont nos droits, quoi. Et puis alors quand tu es entrepreneur, les droits, il n'y a pas beaucoup. Et maintenant c'est plutôt comment je m'organise. Et effectivement, les droits, voilà, je trouve que ça a changé. Comment dire, ma manière de voir les choses, c'est une bonne analogie de la psychologie, hein, où le travail de psychothérapie, c'est un peu un patient voit les choses de cette manière-là, puis on va l'aider à changer son angle de caméra, puis voir les choses. Ah oui, j'avais pas vu cet angle-là. Mais moi, ça m'a vraiment. On dit souvent l'entrepreneuriat, c'est risqué. Aujourd'hui, je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre que ce soit plus risqué que le salariat. Bien sûr, dans le salariat, si tu es fonctionnaire, tu as des sous qui tombent tous les mois, mais alors, si tu n'es pas heureux, est-ce que ça vaut le coup, quoi. Voilà, donc je pense que c'est intéressant aussi de passer de l'un à l'autre. En tout cas, moi, ça m'a intéressée. Oui, c'est vrai, parce qu'en plus, là, c'est un grand saut entre fonctionnaire et entrepreneur libéral. Ça n'a rien à voir, parce que fonctionnaire, c'est les salariés les plus sécurisés, quoi. Donc, je comprends que ça doit être, ça doit faire bizarre. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu plus, parce que donc toi, tu es une psychologue un peu atypique, parce que tu es aussi très présente sur les réseaux sociaux. Donc, tu es sur Instagram, sur YouTube. Tu fais pas mal de vulgarisation de la psychologie avec un peu des petites astuces, des petites clés pour commencer un peu à se décoder. Par exemple, hier, tu as posté sur la jalousie. Et tu fais aussi des ateliers en ligne. Donc, par exemple, il y a sortir des relations toxiques, où en fait, tu donnes des clés pour commencer un peu à s'aider soi-même et faire, voilà, on va pas dire une psychothérapie, mais commencer à avoir un peu des clés. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça, comment ça s'est passé? Alors au début, je me suis mise sur les réseaux sociaux parce que, alors pour 3 raisons. La première, c'est que je voulais faire connaître l'analyse transactionnelle qui n'est pas très connue en France. Dans d'autres pays, c'est plus connu, hein. Aux États-Unis, c'est plus développé, en Hollande, en Belgique, en Angleterre aussi d'ailleurs. À Manchester, il y a un beau bastion d'analyse transactionnelle avec quelqu'un qui fait de la recherche en AT, c'est super. Donc je voulais faire connaître l'AT.
parce que moi je trouve que c'est une approche qui est vraiment super. La deuxième chose, c'est que je voulais aider les gens à dédramatiser le fait de consulter un psychologue parce que je sais, pour entendre des patients pour qui c'est le cas, que comme ça a été mon cas pour moi, finalement, voir un psychologue, c'est parfois vu quelque chose comme pour les faibles, pour les personnes qui savent pas faire tout seul, etc. Bon. Et j'avais vraiment envie de dédramatiser ça parce que pour moi aujourd'hui, quand j'ai complètement viré de bord, aujourd'hui je pense que tout le monde devrait voir un psy parce que ça nous permet de mieux nous connaître et du coup, de mieux nous orienter dans notre vie. Et des choses comme moi, voilà, si j'avais su que j'étais dyscalculique, j'aurais fait les choses autrement dans mon travail, j'aurais demandé à faire des missions autres parce qu'il y avait plusieurs façons de... Et donc voilà, je voulais dédramatiser, c'est toujours ce que j'essaye de faire, les consultations chez les psys. Et puis j'avais un objectif un peu plus personnel qui était que je voulais m'exposer. Alors comme je disais tout à l'heure, j'étais très politisée, mais d'une manière générale, j'ai beaucoup d'avis sur plein de trucs, même si je suis quelqu'un qui peut changer d'avis, comme je l'ai décrit, mais j'ai des avis sur des tas de trucs. Et j'avais peur du regard de mes collègues sur les avis que je pouvais avoir sur mon métier, sur les différentes approches de psychothérapie, la manière de travailler avec les patients et tout ça. Et donc, je me suis dit, bon, je vais m'exposer. Puis au début, il y avait 50 personnes, 150 personnes qui me suivaient, c'était déjà énorme. Je me disais, oh mon Dieu, je vais me prendre des... Et puis j'ai commencé à dire un petit peu plus ce que je pensais. Je dirais pas que je suis à fond encore aujourd'hui, je pense qu'il y a encore des progrès possibles. Mais maintenant, je suis beaucoup plus à l'aise. Pour moi, faire une story, c'est vraiment pas quelque chose de compliqué. Voilà, donc aujourd'hui, j'ai plus de 10 000 personnes, mais je suis plus à l'aise. Donc c'était plus un truc un peu plus personnel. Bah oui, j'avais peur d'exposition, j'avais peur du regard des autres et finalement ça fait aussi un peu ma petite thérapie. Et alors après, donc ça fait 1 an et demi maintenant que je suis sur Instagram. Et puis il y a 1 an, pendant le premier confinement, avec les questions que je commençais à avoir, et puis le fait que j'étais à la maison pendant 2 mois, je me suis dit, tiens, je pourrais aussi proposer un travail un peu thérapeutique. Alors, il n'y a rien pour moi qui remplace une thérapie parce que la relation fait partie du traitement, en fait, d'être en lien avec quelqu'un. Donc là, quand on fait un atelier en ligne, les gens, ils achètent des vidéos qui sont préenregistrées. Ils ont accès d'où ils veulent, quand ils veulent et à leur rythme. Mais je n'y suis pas. Ils me voient en vidéo, ils ont des documents à remplir, etc. Voilà, et ils sont guidés dans un certain travail sur un certain thème, mais ils ne sont pas avec moi. Et du coup, je me suis dit, bon, ça remplace pas, mais justement dans cette optique de dédramatiser la consultation, ça montre à des gens quel type de travail on peut faire en psychothérapie. Alors contrairement à d'autres collègues qui font des programmes très longs de plusieurs dizaines d'heures, moi c'est des programmes qui sont plus courts et du coup ça montre un travail sur un thème spécifique. Et si on veut aller plus loin, là, ils peuvent consulter après. J'ai aussi des psychologues qui achètent mes ateliers en fait pour avoir des outils pour leurs patients aussi. Et du coup, voilà, je me suis dit, je pourrais construire ça. Alors par contre, c'est un autre métier, hein, parce qu'en fait, c'est pas que de la psychologie, ça c'est une partie du travail, de construire l'atelier. Ça prend du temps, mais alors après, il faut faire du montage. Après, il faut mettre en place les systèmes de paiement. Et puis après, il y a tout un truc qui est du marketing. Alors la vente, c'est un métier. C'est un métier. Donc, on est en train d'apprendre tout ça. Je pourrais pas dire du tout qu'on est rodé. Je dis on parce que je fais ça avec mon conjoint qui, lui, est développeur web. Donc, il s'occupe de toute la partie technique. Moi, tout ce qui est montage, mettre en ligne les trucs, j'y comprends rien. D'ailleurs, on a un petit peu galéré, que tu as pu constater que je suis pas très douée dans ce côté-là. Donc, voilà, on apprend. On a développé une newsletter qui s'appelle La Lettre Psy, alors qui est gratuite, mais toutes les semaines, on parle de sujets de psychologie. Mais du coup, quand on a développé ce projet, on apprend à comment on peut en parler, est-ce qu'il faut en parler dans toutes les newsletters, comment en parler, est-ce que je dois en parler sur Instagram, j'ose pas trop en parler. Voilà, le marketing, moi je suis encore en train d'apprendre, je fais des erreurs, j'essaye des trucs, ça n'a pas marché, après je pensais avoir fait un truc nul, il y a plein de gens qui ont acheté. On découvre, on s'est acheté une formation en ligne, nous aussi, on prend les formations des autres en marketing, on apprend ce nouveau métier et je dois avouer que c'est assez intéressant. Et puis surtout, ça diversifie parce que moi, je ne suis pas au cabinet à plein temps. Et du coup, ça me permet aussi, quand j'ai un peu de temps, de faire ces nouvelles choses, en fait, finalement. Donc, c'est assez intéressant de développer ces ateliers.
Bon, après, je passerai jamais à plein temps là-dessus. J'ai des collègues qui se posent la question. Moi, vraiment, j'aime la relation en face à face avec les patients. Donc, je veux continuer à être en cabinet. Mais c'est un travail fatigant, passionnant, mais très fatigant d'entendre des gens toute la journée qui parlent de leur traumatisme, parce que c'est une de mes spécialités, des difficultés qu'ils ont, leur redonner de l'énergie quand on a des patients qui sont un peu dépressifs ou qui sont perdus dans leur travail. Bon, bah, nous, c'est notre boulot aussi d'amener des choses de notre énergie. Donc, c'est fatigant. Et donc, c'est pas mal, finalement, c'est un autre type de travail de construire voilà, des ateliers. C'est pas pareil que d'être en direct où je dis quelque chose et j'ai un retour d'un patient. Là, il faut que je construise un truc qui dure plusieurs heures sans le retour de la personne. Donc, je teste sur mon entourage qui Vous voulez faire un atelier sur les relations toxiques? Vous n'avez pas de relations toxiques à travailler? J'ai un truc à vous faire tester. Donc voilà, on développe ça et c'est intéressant. Vraiment, c'est intéressant. Oui, c'est stimulant de faire de nouvelles choses. Mm. Et alors, comment ça a été perçu par tes confrères psychologues, justement, que tu vulgarises comme ça la psychologie sur les réseaux? La fac dans laquelle j'ai fait mes études et donc la ville dans laquelle je suis ont une orientation de la psychologie. Je pense qu'il ne voit pas d'un très bon œil l'exposition sur les réseaux sociaux, donc j'avais assez peur, d'où l'histoire aussi de cette exposition, de faire de la vulgarisation. Et puis finalement, j'ai pas de retour de ces gens-là. En fait, je pense que les gens qui aiment pas ce que je fais, tout simplement, ils regardent pas. Et donc, soit ils critiquent dans leur coin, soit ils s'y intéressent pas. Et en revanche, j'ai eu des retours de personnes qui trouvaient ça intéressant de faire de la vulgarisation grand public. Voilà, puis j'étais assez contente que certaines personnes pour qui j'avais beaucoup d'estime me disent en plus on trouve que tu l'as fait bien, donc ça m'a donné confiance parce que c'est un compte quand même qui reste professionnel. Je sais que j'ai des collègues et c'est très bien, hein, chacun fait ses choix. Moi d'ailleurs je suis certains de ces collègues qui font d'autres choix que les miens, mais qui font des choses un peu plus lifestyle aussi. Ils montrent leur travail mais sous un angle un peu plus aussi personnel. Moi je parle pas trop de ma vie personnelle sur mes réseaux. Parfois j'ai refusé même de répondre à des questions parce que j'ai cette idée que si je donne mon avis à moi, j'ai peur que ça desserve mon objectif qui est que tout le monde s'accepte comme il est, que les difficultés, ça fait partie de la vie, c'est normal. Et je voudrais pas que les gens pensent que si j'expose mes choix, ça veut dire que c'est ça qui est meilleur choix. Non, les gens peuvent faire des choix complètement différents. Et comme je l'ai expliqué par rapport à la thérapie de couple que j'ai fait, moi, ce qui m'a fascinée, c'est justement toutes ces différences. Et je me dis, si j'expose un peu trop mes choix personnels, mes engagements personnels, parce que voilà, je suis toujours un peu politisée et avec des engagements sur différents domaines, j'ai peur que ça desserve mon objectif, finalement, que tout le monde est différent et on est tous très bien comme on est. Et voilà. Donc, du coup, moi, c'est un compte qui reste, je parle de psychologie. Je partage ces quelques éléments de ma vie si j'estime que ça sert mon objectif. Je dis que voilà, j'ai guéri d'un trouble anxieux généralisé, que j'ai guéri presque de l'hypocondrie. Donc ça, parce que j'estime que ça sert mon propos. Donc voilà, et finalement, j'ai des collègues qui trouvent que ce qu'on fait, c'est chouette, donc ça me fait plaisir. Et je suppose qu'il y a des gens qui trouvent ça nul, mais ils me le disent pas, donc ça me va. Est-ce que tu aurais des conseils pour les auditeurs qui voudraient se lancer et être psychologue? Alors, pour être psychologue, moi je pense que, on parlait tout à l'heure de faire de la psychothérapie, je pense que c'est vraiment important pour pouvoir savoir qui on est, connaître ses limites, savoir pourquoi on fait ce métier, parce que je pense que c'est important pour pouvoir justement faire la frontière entre ce qui nous appartient et ce qui appartient à notre patient et pas calquer sur notre patient des choses qui nous appartiennent. Je pense que c'est important de savoir voilà, quelles sont nos motivations et ne pas avoir peur de parler de nos motivations entre guillemets égoïstes. Hein. Enfin, je dis entre guillemets, ça, c'est déjà un conditionnement social, parce que socialement, l'égoïsme, c'est mal vu. En psychologie, c'est un peu comme ça que notre cerveau fonctionne. Donc, la psychologie, le narcissisme, c'est normal. Et je pense qu'on a tous des raisons liées à notre histoire de faire les métiers qu'on fait, de même que les métiers juridiques. On fait peut-être ça. En tout cas, j'ai beaucoup de patients qui ont fait ce métier parce qu'ils ont vécu de l'injustice et pour eux, ça a du sens de faire ce métier. Je pense que psychologue aussi, ou tous les métiers du social, assistants sociaux, éducateurs, ont fait ces métiers pour une raison qui nous est aussi personnelle. Je pense que c'est important d'être au clair là-dessus. Faut pas que ça vienne envahir notre travail. Et puis, voilà, de bien suffisamment se connaître et puis après de faire les approches qui nous parlent. Moi, j'ai fait celle-ci parce que c'est celle que j'ai faite sur moi-même
D'abord l'analyse transactionnelle, puis après, plus tard, j'ai fait de l'EMDR pour mon hypocondrie sur les conseils de mon conjoint qui n'en pouvait plus d'entendre mes maladies imaginaires. Enfin, aujourd'hui, ça me fait sourire, mais pour un hypocondriaque, les maladies ne sont pas imaginaires, elles sont réelles. En réalité, on va chez le médecin, on n'a rien. Et lui, il en avait marre, et donc il m'a envoyé faire de l'EMDR parce qu'il avait entendu parler de cette méthode. Et puis, voilà, moi, je trouvais que ça marchait pas du tout. Et au bout de 4 mois, je lui ai dit, je vais arrêter, c'est nul, ça marche pas. Elle m'a dit, comment ça marche pas? Ça fait 2 mois que j'ai plus entendu parler de tes maladies, ça marche très bien, donc tu continues. Et puis en fait, le fait de me dire, ah bah oui, là, j'ai changé sans m'en rendre compte, du coup, j'ai observé mon psy travailler. Ça m'a intéressé. Alors après, ça a amusé beaucoup mon conjoint qui me disait, en fait, toi, tu vas chez le psy pour te former. En fait, tu veux voir comment il travaille. C'était pas que faux, mais en tout cas, je trouvais ça toujours si passionnant. Et donc voilà, du coup, le MDR, mais j'aurais pu faire d'autres approches parce qu'il y a plein d'approches passionnantes, hein, c'est juste qu'on peut pas toutes les faire. Donc je me suis formée avec celle qui m'avait plu à moi. Donc après, de s'écouter et de savoir avec quoi on veut travailler et de pas vouloir tout faire aussi. Parce que parfois, on veut connaître toutes les approches. Je suis pas sûre qu'on pourra être bon partout. Voilà, prenez une approche ou deux ou quelques approches qui vous parlent. Puis voilà, tous les chemins mènent à Rome. Après que vous fassiez le TCC, le MDR, de la Gestalt thérapie, ça va marcher. Alors, rien à voir, mais est-ce que tu pourrais nous donner ton regard de psychologue sur la reconversion? Parce qu'on dit souvent que la reconversion, c'est un chemin psychologique, ça fait pas mal de bouleversements. Est-ce que tu aurais des conseils en tant que psy pour déjà les gens, par exemple, qui ont peur de se lancer, comment ils peuvent dépasser un peu ce blocage, et puis après, comment faire pour que la reconversion se passe bien? Ben, je dirais que un travail de psychothérapie, c'est peut-être pas inutile si on manque de confiance, par exemple. C'est pas obligatoire, mais en tout cas, si on manque de confiance, ça peut être intéressant de travailler là-dessus pour se dire qu'il n'y a pas de profil type des personnes qui peuvent réussir une reconversion ou se sentir bien dans une reconversion. Euh, Comme je disais, moi, j'avais des copines qui avaient 3 enfants en bas âge et je sais pas comment elles ont fait, mais elles l'ont fait. Donc ça veut dire que c'est possible. Je pense que tous les profils sont possibles. Le tout, c'est de s'écouter, peut-être s'arrêter comme moi à un moment donné, ou sinon peut-être j'aurais frôlé un burn-out du fait de cette reconversion plus mon travail, de s'écouter. De bien se connaître, c'est pas mal pour avoir l'organisation qui nous va à nous. Moi, voilà, j'avais mes cours, et moi je planifiais sur toute l'année. Il y a des gens, ça faisait vomir, quoi, parce qu'ils peuvent pas prévoir comme ça longtemps. Donc eux, ils faisaient autrement. Donc le tout, c'est d'avoir son organisation, puis je dirais de prendre plaisir dans le voilà, parce c'est fatigant quoi, une reconversion. Alors après, il y en a qui durent plus ou moins longtemps, mais une reconversion qui dure 5 ans, enfin 6 parce que je m'étais formée à la T avant déjà, 6 ans, 7 ans même, si je compte ma pause, 7 ans de reconversion pour la mienne, déjà voir les choses une année par une année déjà. Petit bout par petit bout, c'est plus facile pour le cerveau à voir, je le sais maintenant avec la psychologie, mais enfin vraiment, je pense que moi c'est ce qui m'a aidée. Et puis, de se rappeler pourquoi on fait ça, quoi. De se dire, ouais, parce que sinon, on n'y prend aucun plaisir. Et parfois, voilà, dans les stages, ça c'était agréable, de trouver des matières qui me plaisaient. Donc, voir où est-ce que... le plaisir, il peut être dans l'objectif, mais c'est mieux s'il est aussi sur le chemin. Et de se dire que finalement, même si, imaginons, je ne sais pas si j'avais pas eu mon diplôme, par exemple, et finalement, je pense que tout ce que j'aurais fait, ça m'aurait quand même servi parce que j'ai appris des choses sur moi, parce que j'ai appris des nouvelles choses, j'ai eu des connaissances différentes, j'ai rencontré des personnes qui ont eu des points de vue sur un certain nombre de choses différentes. Et je peux imaginer que si j'avais pas réussi à avoir mon diplôme de psychologue, quelque chose qui aurait vraiment changé grâce à cette reconversion, c'est que je me serais imaginée entrepreneur. Et peut-être j'aurais fait complètement autre chose. Peut-être j'aurais donné des cours de droit, peut-être j'en sais rien, je sais pas, mais enfin, en tout cas, le chemin de la reconversion en lui-même, il m'a changé. Alors bon, j'ai eu la chance d'avoir mon diplôme et puis qu'en plus après ça marche, mais finalement, de toute façon, je crois que c'est important d'y trouver du plaisir. Et donc pour ça, le plus on se connaît, le plus on sait comment s'organiser et puis euh, voilà, on sait ce qui va être bon pour nous, quoi. Oui, parce que toi, du coup, pour tes études, tu as vraiment fait matière par matière. Tu t'es pas dit, ah, je me lance dans 5 ans. Et ça, je trouve que c'est vraiment un super conseil parce que c'est vrai que dire 5 ans, en fait, ça paraît J'aurais pas tellement long.
Je pense que, d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai fait pour ma licence, parce que j'arrivais pas à valider toutes les années une par une. C'est pour ça que j'ai mis 4 ans. Donc, je choisissais des matières et je me disais, voilà, mon objectif, c'est qu'à la fin de l'année, j'ai validé ces matières-là. Et voilà. Donc, j'ai encore des images. Là, quand je t'en parle, je me revois à la fac. Là, on est en septembre. Ça se passait en mai et en septembre. En tout cas, septembre, c'est sûr. Et voilà, et je me revois. À la fac, là, à attendre, à me dire putain, j'ai plus de 30 ans, qu'est-ce que je fous là? Et voilà, et de se dire bon, bah, ok, je valide pas mon année, je le sais, mais je valide ces matières-là. Et je pense que si je m'étais dit bon, alors je regarde le diplôme et bientôt, non, j'aurai le diplôme et bientôt je serai psychologue, franchement, non, j'essayais de trouver du plaisir dans les matières, dans certaines matières. Il y a des matières qui m'ont pas plu. Et ben, je me suis dit, bah, je sais pourquoi je fais ça. C'est pour valider la matière que j'ai décidé de valider. Et vraiment de faire par petits morceaux, c'est plus simple, quoi. Parce que sinon, enfin, en tout cas, moi, en ce qui me concerne, avec mon fonctionnement, je pense que ça aurait été difficile. Alors, dernière question, c'est toujours la question que je pose à la fin. C'est quoi pour toi une reconversion réussie? Je dirais que c'est une reconversion qui t'a appris quelque chose. Alors, bien sûr, si tu peux avoir, si elle a marché, si comme je disais tout à l'heure, si tu as eu ton diplôme ou si tu as réussi à exercer et que ça marche, bah, c'est super. Mais je dirais que c'est une reconversion qui t'a changé toi, quoi, qui t'a appris des choses différentes, dans lesquelles tu as pris du plaisir, qui a été comme bon, c'est un terme de psy, mais ça a été avec qui tu as fait peut-être ta thérapie, parce que je pense qu'on peut apprendre de tous les domaines. Je sais pas, moi, je connais des gens qui se sont reconvertis pour faire de la cuisine, par exemple. Bah, ça leur a appris des tas de choses. Ils ont repris contact avec les odeurs, avec leur corps, avec la créativité, par exemple. Et même si peut-être, d'ailleurs c'est le cas, hein, je connais quelqu'un qui a fait une reconversion dans la cuisine et puis finalement qui a pas exercé. Bah ouais, mais en fait, cette reconversion-là, enfin, tout ce travail-là qu'elle avait fait, et ça l'a changé elle, quoi. Donc pour moi, ce serait ça. Parce que la réussite, j'ai pas envie de lier ça, et d'une manière générale, pas que sur la reconversion, mais la réussite, c'est pas que euh, un diplôme, un montant qu'on gagne, d'avoir une maison, des enfants, un mari ou une femme, ou enfin voilà. C'est c'est d'aller vers des choses et puis nos objectifs au milieu du chemin ils peuvent changer en plus. Donc la réussite, si ça se trouve, bah, tu fais ta licence puis après peut-être j'aurais pu partir, je sais pas moi, dans un autre métier, mais ce que j'aurais fait en licence ça m'aurait servi. Donc je dirais ça. C'est une super réponse parce que souvent les invités mettent surtout l'accent sur stabilité financière, avoir envie de se lever le matin. Et je trouve que c'est génial comme réponse parce que ça met moins de pression finalement sur la reconversion et ça donne envie d'oser la reconversion parce que dans ce chemin, il y a beaucoup de choses à apprendre finalement, peu importe à la fin l'arrivée. Mm. Je suis tout à fait d'accord que, enfin, je reviens toujours à cette fascination parce qu'elle existe vraiment chez moi, de toutes ces différentes personnes. Je me souviens, quand j'étais au Trésor public, d'avoir discuté plusieurs fois avec une personne de mon équipe qui faisait des tournois d'échecs. Et alors, c'était un domaine, mais moi, mais ah bon, c'est fascinant. Alors, jamais je ferais ça, hein, je serais incapable de. Mais c'était fascinant de découvrir ce monde-là. Et ben, je trouve que quand on fait une reconversion, il y a un peu quelque chose de ça. C'est-à-dire, on s'ouvre à un monde qui n'était pas du tout le nôtre, ou même si on pensait que c'était le nôtre, je sais pas. Imaginons entre un éducateur qui voudrait devenir psy, par exemple, ou l'inverse, on pourrait penser que c'est la. Mais non, il y a des choses qui ne sont pas pareilles. Et ça nous ouvre parfois un monde absolument fascinant qui peut nous faire changer de point de vue, changer de choix dans notre vie, enfin, qui nous fait évoluer, qui nous apprend quelque chose. Et moi, je trouve que pour ça, alors c'est chronophage, donc on pourrait pas en faire tous les 4 matins non plus, hein, mais il y a parfois des moments où je me dis, bah, j'adore mon métier et vraiment, voilà, ça y est, je suis à ma place. Mais je dis pas qu'il y a qu'un seul métier que j'aurais pu faire sur Terre, quoi. Peut-être que si j'avais, je sais pas moi, des sous qui tombent sans que je travaille, peut-être je pourrais faire complètement autre chose. Moi, avocat, ça aurait pu me plaire, par exemple. Voilà, je pense. Alors la cuisine, non, c'est pas trop mon truc, mais voilà. Enfin, je pense que j'aurais pu faire d'autres métiers aussi. Et je pense qu'il y a plein de choses à apprendre. Enfin, la vie est fascinante, quoi. Après, ce qui est génial aussi, c'est que quand on se reconvertit, on rencontre des gens, on a complètement un autre environnement. Moi, je vois comme quand j'étais avocate, j'étais qu'avec des avocats. Donc maintenant, ça n'a rien à voir. Et ça aussi, c'est super stimulant, en fait, de rencontrer des gens d'un autre milieu, en fait. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi.
Merci beaucoup Catherine. Je mettrai tous tes liens donc, de tes réseaux sociaux, de ton site avec tes ateliers. Vraiment un grand merci pour tes conseils. Merci beaucoup à toi de m'avoir invitée. Et puis, je suis très contente d'avoir découvert ton compte grâce au fait que tu m'as contactée parce que vraiment, j'ai beaucoup de questions moi, sur la reconversion. J'en ai parlé un peu par hasard quand j'expliquais mon parcours sur les réseaux. Et en fait, j'ai énormément de gens qui me posent des questions. Et donc, je vais te faire de la pub parce que je pense que ça intéressera vraiment beaucoup de gens d'écouter. Puis moi, j'ai envie d'écouter tes podcasts aussi pour savoir quel type de métier ont fait tes autres invités, qu'est-ce que ça leur a apporté. Et donc, merci pour cette idée de podcast que tu as eue et que tu mènes. Et voilà, fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir passé tout ce temps avec moi. Si vous souhaitez accéder à la formation Je monte ma boîte du site www.lesfalotiers.fr, je vous mets les liens dans les notes de l'épisode et vous avez moins 20% avec le code promo CLAIRVIE20. Si vous avez aimé l'épisode, abonnez-vous et laissez-moi un commentaire sur YouTube ou une note 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast. C'est ce qui donne le plus de visibilité à ce podcast. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager l'épisode sur les réseaux sociaux pour aider un plus grand nombre à oser. Si vous voulez prolonger la discussion, rejoignez-nous sur le groupe Facebook du podcast, je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Ensuite, si vous cherchez toutes les notes avec les références, allez dans le détail du podcast. Si vous souhaitez devenir annonceur, me proposer un invité ou me poser vos questions, je serai ravie d'y répondre sur Instagram ou sur YouTube sous le pseudo Clairvie Rose ou par mail à clairvierose@gmail.com.